Bonjour mesdames, messieurs, mes chers collègues. Alors déjà merci d'être ici, d'avoir été intéressés pour ce questionnement qui est en définitive non pas de la philosophie, on en est tout à fait incapable ici, bien que l'éthique fasse partie de ce corpus depuis 2 millénaires, bien que ça soit actuellement en train d'être déstructuré par les mouvements cancel culture et mouvements woke, etc. Mais bien... Nous, ce que nous faisons simplement, de manière très humble, c'est avoir une réflexion sur nos pratiques et en quoi nous sommes dans des situations quelquefois inextricables. Et c'est vrai que la pandémie récente de Covid-19 nous a tous plongés de manière abrupte, justement devant des choses que nous n'avions pas l'habitude de reconnaître. Et dans ce pouvoir d'innovation, un certain nombre d'entre nous ont été amenés à être en première ligne. Et c'est pour cette raison que je tiens à remercier les intervenants de ce matin qui ont été des acteurs majeurs en quelque sorte. Et en ce sens, les académies, les comités comme celui national d'éthique ont été... en définitive, questionné, et nous nous sommes dit 1 an plus tard, 1 an et quelques mois, qu'il était peut-être important, non pas la pandémie étant terminée, nous espérons bien entendu qu'elle se calme, mais d'avoir une réflexion sur celle-ci, d'autant plus que nous avions publié dans Lancet une research letter qui posait un certain nombre de problèmes après avoir été accepté dans la grande revue d'éthique, American Journal of Bioethics, où justement on se posait la question de l'attitude à avoir devant cette polémique dès le départ. Et de la même manière, nous avons réagi nous-mêmes sur la vaccination. D'ailleurs, nous prônions au début qu'elle fût obligatoire pour qu'il n'y ait pas de problème, et on voit bien comment, petit à petit, et tout le phénomène démocratique est posé et qui dépasse, bien entendu, la médecine. Donc voilà exactement le programme tel qu'il est, voyez-vous. C'est sur cette pensée que je me suis amené à demander aux personnes qui étaient en situation de venir réfléchir avec nous. Bien sûr, pour ne pas leur demander de certitude, on ne leur demande pas du tout de prévoir l'avenir, le problème n'est pas du tout là, mais au contraire de réfléchir sur ce qui s'est passé. Et je vous rappelle que souvent on prend les prophètes, on les prend comme des personnes qui parlent de l'avenir. Un prophète, c'est pas du tout ça. Croyez-moi, j'espère en être un. Un prophète, c'est simplement la personne qui est capable de voir déjà dans le réel les différents signes, on dirait presque les symptômes, puisqu'on est une faculté de médecine, les signes qui apparaissent en contradiction. Et le pouvoir du prophète, c'est celui de faire aller dans la bonne direction. C'est-à-dire d'être capable là de choisir sur des alternatives. Et nos amis philosophes disent que c'est un choix parmi les possibles. Donc, entre les possibles et les nécessaires. Je vais donc très rapidement, si vous voulez, déjà excuser notre doyen Xavier Jeunemaître, qui a sûrement eu une difficulté, parce que jamais il ne nous a manqué. Depuis la fusion, c'est vrai que nous avons une multitude d'obligations mais théoriquement, il devait être là. En tout cas, sachez que nous le représentons et nous avons l'ancien doyen ici de la faculté de médecine, Patrick Berche, maintenant, que nous entendrons tout le temps en représentant de l'Académie de médecine. Donc, je vais demander à François, si tu viens, Jean-François, si tu veux bien venir, prendre ma place, j'ai compris qu'il faut que je cède ma place, pour nous parler de ton expérience, car la réflexion éthique, elle est par rapport à une expérience. Et cette expérience, à la fois en tant que président du Comité national d'éthique consultatif, et autant te dire combien nous sommes à ton écoute là-dessus, mais aussi en tant que président du fameux comité scientifique. Et ces deux notions-là te donnent justement cette pertinence
à nous faire comprendre. Et tu as le temps, on t'a donné 1 heure, ce qui permet dans ce cas-là, en fonction de ce que tu as envie de nous faire, de dire, éventuellement même de nous questionner. S'il y a quelques questions, on est à ta disposition. Bien sûr. En tout cas, merci encore une fois. Tu ne manques jamais de venir. Et c'est un plaisir, un honneur. Et c'est pour cette raison. Alors, ne t'inquiète pas s'il n'y a qu'une 50aine de personnes. C'est parce que nous avons trié à cause des jauges et toutes ces choses-là. Mais par contre, comment dire, de nombreux, dont Claude Hurier qui vient de me téléphoner là, sont à leur visio. Et il y a même des Canadiens, puisque Michel Stanton-John, que tu connais bien, alors que nous avons 6 heures de décalage, imaginez à quelle heure elle s'est levée. Bonjour Michel, et au grand plaisir de t'écouter. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc Jean-François Delfrécy, je suis médecin, je suis un bébé du sida, et ça a beaucoup bouleversé, je dirais, ma carrière. Puis ensuite, je me suis intéressé à l'arrivée des virus un peu émergents avec lorsque je dirigeais l'Institut de microbiologie de l'INSERM. Et donc j'ai été impliqué dans la réponse à Ebola. Et puis le gouvernement m'avait confié la direction du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique. Et en fait, j'étais assez loin, parce que voilà, il faut un temps de réflexion. Et je m'étais retiré un peu, je dirais, de contact, un peu de façon récente au niveau des spécialistes de l'émergence. Et c'est lors d'une réunion, la seule réunion d'ailleurs physique qu'il y a eu à l'OMS à Genève, en mi-février 2020, que j'y suis allé pour représenter la France, pour porter, entre guillemets, quels enjeux éthiques allaient porter et questionner ce qui n'était à l'époque pas tout à fait encore une pandémie. Et là, j'ai retrouvé d'abord une série de copains que je connaissais internationaux. J'ai entendu les Chinois et qui m'ont pas du tout convaincu. J'ai entendu les Italiens, nos amis italiens, et je suis sorti de là avec une impression de malaise profond. Et j'étais amené à faire un mail aux autorités en leur disant « je crois qu'on se trompe complètement et qu'on est au début de quelque chose d'extrêmement lourd ». Et ensuite, ça m'a pas empêché, je le dis souvent, de retourner finir les vacances de ski avec mes petits-enfants. Puis quand je suis rentré à Paris, j'ai rediscuté avec des modélisateurs de Pasteur, les londoniens, et là j'ai été assez convaincu qu'on était en train de se tromper. Et puis après c'est parti, j'ai été convoqué à l'Élysée, et le conseil scientifique a été nommé. J'ai plutôt proposé qu'on prenne un type plus jeune que moi, parce que je savais qu'on allait partir sur un truc extrêmement lourd. Et puis ça s'est fait. Et puis voilà comment les choses des histoires de vie, entre guillemets, qui sont toujours importantes à comprendre un peu au départ, et comment on se retrouve en situation qui n'était pas du tout dans mon agenda, mais est-ce que la pandémie était dans l'agenda de quelqu'un? Je n'en suis pas persuadé. Alors, je vous propose de faire ma vision, parce qu'on a tendance à oublier déjà ce qui s'est passé finalement, dans une certaine mesure. On est tellement dans le quotidien qu'on a tendance à oublier peut-être ces différentes phases. Alors vous le savez, on a ces 4 grandes phases, alors maintenant en Europe, en France, mais en Europe en général, qui sont de tailles évidemment différentes, qui aboutissent à ces 3 confinements, et qui, de façon récente, avec la 4e phase qui est liée au Delta, aboutit à quelque chose qui est beaucoup plus amorti, puisqu'on a maintenant les vaccins. Ces 4 périodes, chacune avec celle qui nous a tous le plus marqué, c'est évidemment la première, c'est mars 2020, avec tout d'un coup cette chape de plomb qui tombe sur nos pays européens, avec cette décision de confinement. Si vous voulez, on pourra revenir comment on a été amené à conseiller à prendre cette décision aux autorités sanitaires. Est-ce que c'était la bonne? Moi, je reste persuadé que c'est la seule qu'on pouvait prendre, puisque nous n'avions ni masque, ni test, ni médicaments. Et que donc, à ce moment-là, en termes de mesures de restriction, c'était les seules qui étaient à notre disposition. Ensuite, on a une seconde période qui est l'an dernier. On peut s'y arrêter juste un tout petit peu, parce que septembre 2020 est un moment compliqué
où le conseil scientifique émet un avis d'alerte qu'il avait déjà émis fin juillet, puis que je redonne un avis d'alerte aux autorités sanitaires début septembre en disant on va avoir une deuxième vague. On était dans un mois de septembre qui était un peu comme maintenant, c'est-à-dire assez beau, l'été indien. Une croyance vis-à-vis de ça des autorités qui va être très décalée dans le temps, et finalement une deuxième vague qui apparaît très clairement, après une période de refroidissement fin septembre, qui apparaît au mois d'octobre et qui nous conduit au confinement. L'histoire ne se reproduit pas, mais il faut qu'on ait en tête comment ça s'est passé à une époque où, certes, on était complètement différents, nous n'avions ni variant, ni vaccin. La troisième période qui est liée à l'apparition du variant anglais, du variant alpha, vous l'avez tous bien en tête, donc je passe très rapidement là-dessus, avec pour la première fois un variant qui a un niveau de transmission qui est beaucoup plus élevé, qui va s'avérer un tout petit peu plus pathogène également, et qui va faire l'objet de discussions, et vous savez, d'opinions un peu différentes entre le conseil scientifique qui souhaitait avoir plutôt des mesures de restriction plus précoces, et un pouvoir politique, et dont c'est, une fois de plus, je reviendrai, dont c'est le rôle, qui prend la décision d'avoir finalement ces mesures de restriction, d'attendre, et qui est obligé de les prendre finalement au mois d'avril. Et puis on a la quatrième période qui est liée, où nous sommes en pleine campagne de vaccination, et apparition du variant Delta, avec les différentes questions qui se posent. Alors, dans tout ça, on a une balance en permanence entre les aspects de santé publique, et avec ce débat qui rejoint un certain nombre de questionnements éthiques, la vision individuelle versus une vision collective, et en sachant que la santé publique n'est pas la somme d'une série de décisions individuelles, mais qu'au contraire, c'est une construction qui doit se faire. On a l'innovation qui est arrivée. Moi, j'avais dit aux politiques qu'il nous fallait le temps de l'innovation, mais elle est arrivée de façon beaucoup plus rapide qu'on l'avait prévu sur les vaccins, mais sur les tests diagnostiques, sur les bases de données, sur les thérapeutiques. Donc elle est bien au rendez-vous aussi. Donc il ne faut surtout pas opposer les visions de dire la réponse, c'est les réponses de santé publique. Non, c'est santé publique et innovation. Et l'un appuie l'autre. Et puis on a cette interrogation fondamentale et qui reste mon interrogation de ce temps de crise. C'est dans ce triangle de la démocratie en santé ou démocratie sanitaire, la place du citoyen, la place des scientifiques et du médecin et la place du politique. Et comment se construit une décision de santé publique. Et probablement, ce n'est pas ce qui s'est fait de mieux au cours de cette crise. Et du coup, ça pose le problème de la confiance du citoyen par rapport à nos politiques, confiance du citoyen, et ça me trouble beaucoup, par rapport aux médecins, par rapport aux scientifiques. On voit bien qu'il y a fondamentalement un problème de confiance, et sur lequel on pourra revenir dans la discussion. Alors, sur la première vague, je vous ai raconté comment s'est constitué le conseil scientifique. Bon, à la suite de signaux d'alerte que j'avais pu donner, j'ai eu une réunion à l'Élysée. Ensuite, on a fait une réunion avec l'ensemble des scientifiques, pas tous, mais il y avait quand même une trentaine de personnes à l'Élysée. Puis, sorti de là, un conseil scientifique. Et puis, ensuite, ça a été très vite, en 4 jours, le conseil scientifique, les premières réunions, le confinement partiel, le confinement du 17 mars, et cette phase de sidération qui nous tombe tous sur la tête. Moi, j'ai encore un souvenir de chez moi à Paris. Vous vous souvenez que le 17 mars, c'était un mardi, le mercredi soir de mon balcon, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait en voyant ce Paris complètement vide ? Qu'est-ce qui nous a pris ? Et c'est là où l'ensemble de la vision, et ce dont je vous parle aujourd'hui, n'est pas la vision de Jean-François Delfraissy. C'est la vision du conseil scientifique, parce que c'est un exercice d'intelligence collective avec beaucoup de modestie, entre guillemets, mais qui permet, quand on n'a pas le moral, de s'appuyer sur les autres collègues et qui permet de construire ensemble. Bon. Donc j'ai eu 2 moments en fait très difficiles. Ce moment-là, le mercredi, et puis un moment autour du 10 avril, où tous nos modèles, et en particulier les modèles de Pasteur et de Simon Cochemez, montraient qu'on allait diminuer, que ça allait diminuer, que l'impact du confinement allait se faire sentir sur les hospitalisations en réanimation. Et je voyais monter les courbes le 8, le 9, le 10. Et en fait, la courbe a cassé le 11. Vous vous souvenez, c'est la période où les trains partaient.
Et là, j'ai eu un moment extrêmement difficile en disant on s'est trompé, finalement le modèle ne va pas coller. Bah si, il a finalement collé avec 24 à 48 heures de décalage. La deuxième vague, je n'ai rien à redire. Souvenez-vous quand même de la même période l'an dernier, hein, où il y avait aussi débat sur les médias, et on pourra revenir sur l'aspect médiatique de tout ça, entre des gens qui disaient mais pourquoi vous êtes aussi alarmistes que ça, enfin on n'était pas alarmistes d'ailleurs, on disait il va y avoir une deuxième vague. Bon. Et disant mais tout va bien dans le meilleur des mondes, on maintient tout, etc. Une série de gens qui n'avaient aucune compétence d'ailleurs dans le domaine pour parler de ça, qui n'avaient pas les équipes pour faire de la modélisation, qui n'avaient pas toute une série de points d'importance. Et finalement, un monde politique qui n'avait qu'une aspiration, c'était repartir, et on peut le comprendre. Les enjeux d'une crise, on le sait, sont bien sûr sanitaires, ils sont fondamentalement sociétaux, politiques, économiques. Hein, mais ce n'est pas le rôle du Conseil scientifique. Mais on peut comprendre en tant que citoyen que les enjeux dépassent, bien sûr, les enjeux sanitaires. Alors on a ces images, vous voyez, de ce Paris vide, puis ensuite de ce Paris plein pendant l'été de 2020, et qui doivent rester dans nos têtes quand même et ne pas oublier. D'ailleurs, issu du Conseil scientifique, il y a un institut qui s'appelle l'Institut Ad Memoriam, qui est dirigé par une série de gens de SHS, qui a pour idée de rassembler, comme ça a été fait après les attentats, de rassembler un ensemble de documents sur ce qui s'est passé autour de la crise. Les chiffres, on passe très rapidement, vous les avez. Regardez, ce qui m'intéresse, c'est la montée en charge des tests, hein, des tests diagnostiques. En mars 2020, moi je demande, quand je n'avais pas du tout les données, hein, j'étais pas du tout dans le processus de décision jusqu'à... D'ailleurs, on n'est pas du tout dans le processus de décision, on est dans un processus de conseil. Mais il me manquait énormément de données. Donc je demande combien on peut avoir de tests par jour avant de prendre, ou en tout cas de conseiller de prendre une décision de confinement. Et on me répond, on ne sait pas trop, mais on pense qu'on est autour de 5000. Bon, c'était comme ça. Bon. Et vous voyez que maintenant, on était déjà en fin d'année à 2 millions par semaine, et on est maintenant plutôt autour de 5 millions par semaine. C'est-à-dire que l'innovation est arrivée de façon... elle a mis du temps, peut-être trop de temps. On peut discuter de cette première vague qui, à mes yeux, doit rester historique. Mais fondamentalement, regardons plutôt où nous allons. Ça, c'est pour rappeler, début janvier 2021, avant qu'arrivent les variants, alors qu'on savait que les vaccins étaient là, mais que la campagne de vaccination n'était pas démarrée, c'est une slide de l'époque, des enjeux que nous avions. La construction du Conseil, j'y reviendrai scientifique, est difficile quand la science n'est pas au rendez-vous. Parce que dans ce monde, on construit le plus possible, on tente de construire le plus possible sur de l'evidence-based medicine. Or, quand il n'y a pas d'évidence, quand il n'y a pas de données, comment on construit quand la science est fragile? Comment on construit le Conseil? Et on peut retenir, mais il y a d'autres exemples. Les 3 premiers grands papiers qui ont montré où on se contaminait, hein, date de décembre 2020. Hein, c'est un papier des Anglais, c'est un papier des Américains, et c'est le papier d'Arnaud Fontanet sur où on se contamine en France. Et qui montre qu'en effet, l'endroit ou un des endroits importants qui sont les repas, là où on ne met pas de masque, etc., là où il y a beaucoup de monde, etc. Donc il a fallu du temps, vous voyez, pour arriver à des choses que le bon sens pouvait un peu anticiper, mais que la science, entre guillemets, ces 3 papiers fondamentaux de où on se contamine, comment on se contamine, ils datent seulement de décembre 2020. Alors, vous voyez qu'à l'époque, moi j'étais déjà persuadé à ce moment-là, avant l'arrivée des variants, qu'on était parti sur une histoire de long terme. Par contre, l'arrivée des vaccins était plus rapide que ce qu'on avait envisagé. On l'avait plutôt envisagé au 2e trimestre 2021. Et par contre, on savait que les vaccins n'auraient un impact qu'à partir de l'été 2021, mais pas avant. C'est-à-dire que c'est toujours le débat entre le scientifique ou le groupe de scientifiques
qui a cette vision et qui sait qu'il y a toujours un décalage entre l'effet d'une décision et ses conséquences, et le politique, et j'y reviendrai, qui, à partir du moment où le fait existe, pense déjà que l'effet va être immédiat. Hein. Et il y a cette notion du temps et de la relation entre scientifique et politique sur la notion du temps qui n'est pas la même. Alors, les troisième période et quatrième période, ou vagues, entre guillemets, vous les avez là. Alors, je vous demande de regarder deux chiffres. C'est ceux du bas, c'est les décès. Globalement, les deux premières vagues ont fait à peu près autour de 30 000 décès, avec une répartition un peu différente qui vient d'être changée sur les personnes les plus âgées et le reste de la population. La troisième vague fait 45 000 décès. Hein, c'est passé dans une indifférence absolue. Indifférence absolue. Mais 45 000 décès avec un effort sur le système de soins qui a été extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on s'habitue. Nous-mêmes, on s'habitue. Hein. On s'habitue à un certain nombre, de conséquences, entre guillemets. Et puis là, nous sommes à 10 000 décès pour la quatrième vague et probablement elle aura un impact qui va être beaucoup plus faible. Donc, globalement, on va se retrouver, on est actuellement à 115 000, autour de 115 000, 117 000 décès associés directement au Covid, ce qui ne préjuge pas du tout, vous le savez, de toute la grande question qui est autour des conséquences sur la pathologie non Covid. Alors, voilà, je passe rapidement sur ces éléments de la troisième vague, juste pour vous rappeler que nous avions plutôt, à la suite à la fois des premières données qu'on avait des Anglais, parce qu'on a beaucoup de relations internationales évidemment, préconisé plutôt un confinement dès la fin janvier en profitant des vacances du mois de février, et que les autorités sanitaires ont préféré décaler, entre guillemets, ce qui a fait un peu de buzz à l'époque, vous vous souvenez, et prendre des décisions en attendant de voir réellement ce qui se passait, et ont été obligés finalement de prendre des mesures de confinement à partir du mois d'avril. Alors, ce qui a beaucoup changé à partir de janvier, c'est l'arrivée des variants. Vous les avez, je passe rapidement, je m'excuse auprès des spécialistes, c'est vraiment une slide qui est très résumée, mais globalement, on a, dans les mutations qui peuvent arriver, on a des mutations soit qui portent sur la protéine spike, et c'est là où ça se joue, en tout cas jusqu'à maintenant, qui peuvent porter sur finalement une mutation qui favorise la transmission. Hein, ça a été le cas pour le variant UK et c'est le cas pour le variant Delta, qui favorise éventuellement la gravité. Mais est-ce qu'il y a une mutation associée à la gravité? Pas vraiment. Hein, c'est fondamentalement à cause d'une plus grande transmission. Et puis, y a-t-il des mutations d'échappement immunitaire, et en particulier d'échappement vis-à-vis de la réponse immunitaire induite par le virus lui-même, par une infection antérieure, ou surtout induite par les vaccins? Et c'est toute la grande question. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment observé, enfin en tout cas de façon significative, un variant avec une mutation d'échappement immunitaire. On a flirté avec ça, avec en particulier certains variants qui ont la mutation E484, qui posent cette question-là, et c'est le cas pour celui qui s'en rapproche le plus, c'est le variant sud-africain, dit sud-africain. Mais on n'a pas jusqu'à maintenant eu un variant qui avait été un véritable variant d'échappement immunitaire. Donc la question posée, en fait, qui se pose, c'est que quand une nouvelle mutation arrive, peut-elle entraîner rien de particulier, ou au contraire, on va rentrer dans une banalisation, et c'est les questions qui se posent à partir de décembre 2021, donc quelque chose de beaucoup plus chronique, entre guillemets, une transmission accrue ou un échappement immunitaire. Et cerise sur le gâteau, est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait un variant qui cumule à la fois des mutations de transmission augmentée et d'échappement immunitaire? Chose que nous n'avons pas vue jusqu'à maintenant. Et il y a toute une discussion, pour y revenir, mais ce n'est pas l'objet peut-être aujourd'hui, avec des discussions entre virologues fondamentaux, spécialistes de vaccins, sur, je dirais, la capacité qu'on peut avoir à prévoir l'arrivée de tel ou tel type de variant. Moi, je pense qu'on ne sait rien du tout, et à vrai dire, je pense que je ne sais pas, moi, le type de variant qui va arriver à la fin de Delta, probablement à partir de décembre 2021. Les modèles animaux
ne sont pas totalement rassurants, disons-le. Et le modèle vaccin dans le modèle coronavirus est un modèle qui, clairement, et je l'avais signalé, moi, aux hautes autorités de ce pays dès le mois de février, pose la question de l'échappement immunitaire au vaccin dans le modèle animal. Et c'est pour ça que cette vision de One Health est un élément évidemment important. Alors, ce qui a changé la donne, vous le savez complètement, c'est la vaccination. On est à ça. Alors, la France, finalement, après un début un peu chaotique, a un programme de vaccination qui a très bien marché, comme les autres grands pays européens. Et on est à 50 millions de vaccinés. Mais il reste un problème français qui est un peu distinct de celui qui existe en Angleterre ou dans d'autres pays, qu'il nous reste un point de difficulté pour ces 600 000 personnes non vaccinées de plus de 60 ans et qui sont à risque. Et ce sont elles qui, entre guillemets, en termes de buzz et d'interaction entre maladie et retentissement sur le système de soins, peuvent poser une série de questions. Alors, les questions qui se posent en septembre 2021, là aussi, c'est l'évolution des connaissances. Les vaccins protègent bien contre la survenue de formes sévères et de formes graves, de l'ordre de 85%, avec une perte d'efficacité avec le temps chez les plus âgés, liée à l'immunosénescence, posant la question d'un rappel d'une troisième dose. Mais ça reste là quelque chose de solide, mais un peu nuancé par rapport à ce qui était annoncé en disant c'est béton, ça marche à 90%, c'est un tout petit peu nuancé. Deuxième nuance, les vaccins ont-ils un rôle sur l'infection et la transmission ? Eh bien, on est actuellement, avec les dernières données, sur la protection de l'infection, je dis bien de l'infection, on est à 50% en 6 mois. C'est-à-dire on est loin des 80% annoncés qui avaient été annoncés au départ. Et les données israéliennes, pour ça, sont relativement claires. Ceci pose donc le problème premièrement, faut-il aller vers une vaccination plus large et obligatoire ? On pourra en discuter à la fin. Ça pose surtout le problème plus médical immédiat du rappel de la troisième dose. Alors, vous savez qu'elle est maintenant acquise pour les plus de 65 ans et les personnes à risque. Hier, la FDA, après un débat un peu houleux d'une dizaine de jours, a pris la décision de conseiller la troisième dose aux États-Unis en élargissant aux populations et au personnel qui sont plus à risque. Mais on peut s'interroger sur la troisième dose. Quel est l'objectif ? L'objectif est-il d'assurer une couverture vaccinale et un rappel vaccinal chez les plus anciens, chez les plus à risque, pour éviter finalement la survenue de formes sévères ou de formes graves? Ça, c'est un premier objectif, je pense qu'on est tous d'accord. Est-ce qu'il y a un deuxième objectif qui est aussi de tenter d'augmenter finalement la perte en fonction de cinétique, vous voyez, sur le rôle de l'infection, c'est-à-dire de jouer sur la transmission du virus, et dans une population plus jeune, et donc d'aller vers une vaccination, un rappel pour l'ensemble de la population. Alors, c'est l'objet de discussion. Alain Fischer n'a pas encore, et son groupe n'ont pas encore pris de position là-dessus. À titre personnel, je pense qu'on ira doucement, mais vers une troisième dose plutôt généralisée. Mais c'est une prise de position un peu personnelle. Les ados, on est même plus qu'à 65%, on est à 70% de vaccinés. Il y a une vraie discussion sur les adolescents. Sur les enfants entre 5 et 12 ans, les premières données viennent de sortir. C'est une vraie question quand même qui continue à se poser à mes yeux pour entre 5 et 12 ans. Et enfin, finalement, l'apparition de vaccins dirigés contre des nouveaux variants, bon, ils sont prêts, les labos les ont. Pour l'instant, ce n'est pas la peine. Les vaccins sont parfaitement efficaces contre les variants que nous avons, et en particulier contre le variant Delta. Mais si on a un variant post-Delta, est-ce qu'on a en face l'ensemble ? Donc finalement, dans la discussion, c'était d'associer toujours des mesures de santé publique, le problème des vaccins, cet aspect permanent de balance entre liberté individuelle versus une vision collective, cette notion de vaccination ciblée au départ sur les populations les plus à risque, puis une vaccination de masse,
Et toute la discussion de la mise en place, sur la discussion qu'il y a eu fin juin, à vrai dire, juste au moment de l'arrivée du Delta, fallait-il aller vers une vaccination obligatoire? Ce que certains d'entre vous pensent probablement. Bon. Ou fallait-il aller vers un pass sanitaire? Le Conseil scientifique a poussé au pass sanitaire, qui est un peu jésuite, je vous l'accorde, hein, comme approche. Hein. Et je n'ai rien contre les jésuites, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais qui était, en termes de faisabilité, et me semble-t-il ce qui est en train de se passer là, finalement, l'acceptabilité du pass sanitaire est somme toute bonne, on le voit, même s'il y a bien sûr un certain nombre de personnes qui considèrent qu'on touche fondamentalement à des droits citoyens, et ce que je peux comprendre, mais c'est pour le bien plutôt de tous. Ce qui nous a poussé plutôt au pass sanitaire, c'était la faisabilité du pass sanitaire. Parce que se lancer dans une vaccination obligatoire va soulever, aurait soulevé en tout cas en juin-juillet, à nos yeux, une série de refus, de questionnements extrêmement forts d'une partie de la population, qui serait peut-être plus nuancée. C'est pour ça qu'il faut savoir être évolutif, y compris dans sa pensée et dans les décisions, hein, qui pourrait être plus évolutif, par exemple, sur le dernier trimestre 2021. Alors, sciences et politique, quelques réflexions. Voilà le comité scientifique. C'est un comité qui est très multidisciplinaire. Il y a bien sûr des virologues, des immunologistes, mais il y a aussi des gens de sciences humaines et sociales. Il y a une représentante de la société civile. Il y a depuis janvier un vétérinaire. Il y a une pédopsychiatre. Je ne sais pas toutes les disciplines. On s'est réunis 250 fois. Dont probablement 240 par vidéo. Hein. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas non plus être 40. Hein. Je comprends bien qu'il manque, il y a des trous dans la raquette, mais on peut, et surtout chacun des membres est tête de pont pour sa communauté, va aller chercher et organiser lui-même dans sa communauté des modélisateurs, des épidémiologistes, des virologues, et nous faire remonter un certain nombre de choses. On est donc, avec ce nombre de réunions que je vous ai donné, 4 points vis-à-vis du politique. On a essayé. Moi je suis... C'est une aventure absolument extraordinaire. Hein, bon, j'avais un peu l'habitude de relations avec les politiques de haut niveau quand j'étais directeur de l'Agence nationale de recherche sur les sida et les hépatites. Mais jamais, évidemment, à ce niveau-là. Jamais dans des conditions pareilles. Alors, on a essayé de garder une certaine forme d'indépendance et de transparence. Pas facile. Hein. Comment on est indépendant quand on est nommé par le politique? Une vraie question. Alors, comment les gens ont été nommés dans ce conseil? La moitié par, je dirais, le ministre de la Santé, et la moitié, à peu près, des noms que j'avais préconisés. Donc c'est un mélange. On y était à titre personnel. On n'est pas dépendant du tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas patron d'une agence. C'est-à-dire qu'on n'a pas de relation, je dirais, directe par rapport au ministère. Hein. On est à titre vraiment totalement autonome. Au passage, on ne gagne pas un rond, d'ailleurs. C'est la bêtise, si vous vous rendez compte. Si on avait vu les tarifs de cabinets d'audit internationaux, avec 250 réunions, c'est la bêtise de ma vie. Bon. Finalement, les gens bien sûr, gardent leur positionnement. Hein, ils sont chercheurs, médecins, etc. Mais il n'y a pas de relation directe. Parce qu'on aurait pu imaginer, fallait-il un conseil scientifique, hein, et est-ce que, finalement, de prendre les patrons d'agences de l'HAS, du Haut Comité de Santé Publique, de Santé Publique France, et de leur demander de se réunir et de créer une sorte de comité scientifique, c'était un autre modèle. Hein. Et, enfin, je ne pense pas qu'il aurait été, d'ailleurs, il aurait pu être aussi opérationnel. Sauf que j'ai été patron d'agence, et je sais très bien que quand on dirige une structure qui est directement en relation avec les ministères, on est quand même un peu dépendant. On est dépendant de son budget, on est dépendant du plafond d'emploi pour ces... il n'y a pas une sorte de liberté de pensée qu'on a essayé d'avoir. Bon, l'autre point que j'avais souhaité dès le départ, c'est que ça soit aussi transparent que possible, avec les avis du conseil scientifique public, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans le conseil scientifique anglais au départ, qui avait souhaité être anonyme et ne pas rendre public ses avis, hein, du SAGE, et puis qui a changé d'avis parce qu'ils ont été
poussé beaucoup par la pression. Ce qui me frappe aussi, c'est que ce modèle, c'est-à-dire qui peut être une critique, hein, je le prends au bon sens du terme, hein, de pourquoi créer un objet nouveau pour une situation nouvelle? Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur des choses déjà existantes? Alors je pense qu'il y a eu cet effet de crise complètement, et je suis frappé par le fait que dans l'immense majorité des grands pays du monde, il s'est construit des conseils scientifiques assez proches du nôtre, et avec lesquels d'ailleurs on est en lien. Le deuxième niveau de discussion, c'est par rapport aux politiques, c'est le temps. Les médias, c'est quelques heures, les politiques, c'est quelques jours, et le temps des scientifiques, c'est en mois, voire en années, pour produire quelque chose, pour produire de la connaissance. Et cette construction de relation entre science et le politique, elle est compliquée sur cette notion du temps. Quand vous annoncez à un président de la République qu'il nous faudra au moins 12 mois pour y voir clair sur les premiers médicaments de novo et pas des choses qu'on récupère et qui par ailleurs n'avaient pas d'efficacité, mais qu'il va falloir une construction, il n'arrive pas à bien le comprendre. Je vous rappelle que les 500 personnes qui dirigent la France sont à peu près autour de 480 personnes sortant de l'ENA, et qu'il y a une absence de culture scientifique. Il y a une grande intelligence. Il y a une grande intelligence de l'ensemble. Mais il y a une absence de culture scientifique. Et ils le ressentent d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas critique, je suis avec des faits. Hein. Puisque là, par exemple, nous avons été sollicités pour aller faire une série de cours au Conseil d'État, à la Nouvelle ENA, etc., d'essayer d'apporter une série d'informations autour de ça. C'est un modèle qui est très différent du modèle allemand, où le titre de docteur a encore et où il y a une répartition de la classe politique qui est beaucoup plus large que la nôtre. Les décideurs en France sont loin de la culture scientifique. Ils ont une grande intelligence et ils y viennent très vite. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Il y a une capacité d'adaptation qui est extrêmement forte. Mais c'est un point très important. Le troisième point qui rejoint ce que je viens de dire, c'est le doute, l'incertitude, la modestie. On a essayé de faire ce qu'on pensait de moins mal. Et comment on construit le conseil scientifique quand la science elle-même est en train de se construire? C'est pas évident du tout. Hein. Et quand il y a, regardez ce que je vous ai raconté sur les vaccins, sur l'évolution de notre position par rapport à le niveau de protection sur l'infection, hein, les premiers données sur où on s'infecte. Et inversement, le doute, ça fait partie intrinsèque de la vie d'un scientifique. Quand on passe une thèse de science, si on n'a pas de doute, si on n'apprend pas ce que c'est que le doute, on doit se remettre en cause. Un médecin, bien sûr, à un moment donné, il faut décider. Bon, c'est clair, il faut proposer, mais il faut aussi avoir de la modestie et du doute, y compris en médecine. Et on voit bien comment il y a eu un changement récent de construction avec les RCP sur des décisions qui sont plus collégiales qu'elles n'étaient avant. Eh bien, cette notion du doute et de l'incertitude, elle est extrêmement difficile à faire passer aux politiques. Le quatrième point, c'est l'anticipation. Moi, c'est cette fameuse courbe. Hein, comment leur faire comprendre au début, plus maintenant, ils ont tout à fait compris, hein, mais qu'une courbe exponentielle, comme on voit, c'est-à-dire avec une longue phase où on ne voit pas grand-chose, puis tout d'un coup ça part, par rapport à une courbe classique, à une droite classique, pose des questions d'anticipation majeures. Et enfin, il y a un agenda qui n'est pas le même, et je pense que c'est un point là qui est très important, qui va devenir très important dans les semaines qui viennent. Il y a un agenda scientifique, un agenda sanitaire, puis un agenda politique. Et l'agenda politique peut amener à des décisions qui ne sont pas celles d'un agenda sanitaire. Donc il y a forcément, ça a été très bien, il suffit de relire, il y a une série de grands auteurs qui ont écrit sur cette relation entre science et politique. Moi, je vous donne à chaud quelques visions un peu personnelles, des points sur lesquels ça s'est globalement très bien passé, hein, qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. Et on est très loin des difficultés qu'a eu mon ami Tony Fauci aux États-Unis avec le premier président. Hein. Ça s'est très bien passé, hein, dans un climat plutôt de confiance. Mais ce sont des mondes et des cultures différentes. J'en étais déjà intimement persuadé,
J'en suis encore plus persuadé maintenant. Alors, je vais terminer rapidement. On ne s'est pas occupé au départ de questions de recherche parce qu'il y avait un comité qui était présidé par Françoise Barré-Sinoussi. Globalement, quand même, ce qui me frappe, c'est que le ministère de la Recherche a été très peu présent dans cette crise, qui a été beaucoup porté par le ministère de la Santé, par d'autres ministères, mais a été assez peu présent. Moi, je le regrette profondément parce que c'est mon milieu, et y compris là de façon récente. On a évidemment d'excellentes relations, et moi j'avais porté parce que la création de ce comité vaccinal, parce que c'était trop pour nous, et je connais Alain Fischer évidemment depuis très longtemps, et on travaille intimement, on a sorti une série d'avis communs ensemble pour s'appuyer l'un et l'autre, et donc là il y a une grande fluidité qui se fait. Donc c'est 250 réunions, 42 avis, 25 notes, 6 mini-séminaires, de très nombreux contacts internationaux, et beaucoup d'informations qu'on a pu donner, pas suffisamment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient encore comme ceux qu'on n'est pas. Il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Nous ne décidons rien du tout. Rien du tout. Quand il y a eu cette discussion montée par la presse, qu'il y avait un troisième pouvoir scientifique et médical qui s'installait en France, c'est une profonde erreur. Une profonde erreur. On est une belle démocratie. C'est aux politiques de décider. En fonction évidemment de ce qu'on lui indique, mais c'est aux politiques de décider. Il est d'accord avec ce qu'on lui propose ou pas, mais c'est lui qui décide. Sur la notion du citoyen, on a rappelé à plusieurs reprises l'importance de ce triangle sanitaire et de la volonté de transparence et de faire appel à un comité citoyen. Moi, je souhaitais que soit mis en place un comité citoyen, pas du tout dépendant du conseil scientifique, à part, qui nous aurait même interrogés, qui aurait permis d'être un sas de discussion, de décompression pour toute une série de questions. Le gouvernement ne l'a pas souhaité pour une série de raisons. Je pense que c'est une grave erreur. Hein, et que la démocratie sanitaire ne sort pas grandie de cette crise. Hein, et je le regrette vraiment profondément. Et ça m'interpelle parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce contexte-là, issu du milieu SIDA, comme je vous l'ai dit. Je le regrette vraiment vivement et on le paye, je pense, sur l'état de confiance. On a essayé de faire appel à la responsabilité individuelle et au choix personnel. Pas facile, mais dans le même temps, nous avons fait aussi une recommandation pour le pass sanitaire et pour la vaccination obligatoire des soignants. C'est-à-dire qu'y compris au sein du Conseil, on a eu cette dualité entre faire appel à la responsabilité individuelle, qui est quand même le travail de fond le plus important, hein, qui pour la construction de la confiance est l'élément le plus important, et inversement, à un moment donné, il faut savoir aller de l'avant, entre guillemets, y compris en réduisant un certain nombre et en s'interpellant sur un certain nombre de mesures de restriction démocratique à partir du moment où elles sont passagères et justifiées. Mais c'est une vraie question. C'est comment maintenant, à partir de maintenant, on peut commencer à détricoter ce qui a été mis autour des citoyens. Et c'est une vraie grande question, me semble-t-il, tout en tenant compte finalement des aspects sanitaires. Je passe rapidement là-dessus. Je vous demande de relire ce papier de Richard Horton, du Lancet d'octobre 2020, qui anticipait ce qui s'est passé en fait. Covid dans sa phase la plus dangereuse, la confiance. Je vous demande de le lire parce que, si vous ne l'avez pas vu, c'est un vrai papier de réflexion comme Richard est capable de le faire, et sur la construction ou la déconstruction de la confiance entre leur relation et le citoyen et le scientifique. Alors, que vous dire là maintenant, très rapidement sur les variants. On est dans une phase, je dirais, de sortie de quatrième vague, qui est plutôt dans une phase de circulation virale qui chute très rapidement. Au passage, pourquoi c'est monté si vite entre le 15 juin et le 1er juillet? Pourquoi ça descend si vite entre le 10 septembre et le 30 septembre? Je ne sais pas. Hein. Bien sûr, il y a la vaccination, mais il n'y a pas que. La rapidité avec laquelle ce variant Delta
à la fois est apparu et est rentré en circulation générale, et la façon dont il est en train de diminuer maintenant, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est pas propre aux Français, c'est dans toute l'Europe. Le variant Delta est partout. Et la question posée, c'est, somme toute, il y a deux questions. Une question de court terme et une question de moyen terme. Allons moyen terme d'abord. Où allons-nous à la sortie du variant Delta? C'est-à-dire probablement peut-être fin décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Le variant Delta, en ce moment, toutes les tentatives des autres mutations sont bousculées par l'importance de la circulation virale du variant Delta. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va aller vers un variant Delta s'atténuant et puis finalement un coronavirus saisonnier? Première hypothèse. Il y a une deuxième hypothèse qui est qu'on va vers un nouveau variant, issu soit d'une mutation du Delta, et donc pouvant venir des pays du Nord, soit d'une mutation d'un nouveau variant construit avec des pressions de sélection, en particulier dans les pays du Sud, où il y a un niveau de vaccination qui est insuffisant, qui peut favoriser la survenue de vaccins mutants. Et quel niveau de type de variant on va avoir, je ne sais pas. Donc on peut faire des hypothèses, il y a des scénarios qu'on est en train de construire et d'autres également, mais honnêtement, je ne sais pas vraiment. Je pense que les virologues non plus sont partagés entre eux sur la capacité qu'a ce virus à continuer à muter, ou au contraire, est-ce qu'il a atteint finalement l'ensemble des grandes mutations possibles dans la spike. Une fois de plus, il faut lire avec attention les modèles animaux, hein, et les modèles de vaccination de coronavirus chez l'animal, qui doivent quand même nous interpeller un tout petit peu sur les possibilités qu'il peut y avoir. À court terme, dans les 3 mois qui viennent, on va être avec du Delta très dominant partout, et avec un niveau de circulation virale qui est contenu en particulier par le vaccin. Donc, on est dans une phase où probablement des modèles montrent qu'on pourrait commencer à lever un certain nombre de mesures de restriction sans avoir de conséquences majeures sur le système de soins. Et inversement, ne faut-il pas au contraire, alors que les Français ont un niveau d'acceptabilité du pass sanitaire qui est très bon, hein, les sondages récents le montrent, est-ce que c'est le moment? Mais vous voyez la question qui se pose, c'est comment, à la fois, bien sûr au niveau de l'État, du gouvernement, c'est son rôle, mais comment aussi un comité scientifique qui a finalement surtout poussé à des mesures de restriction, en tout cas, et pas que de restriction, mais fondamentalement, et les Français ont merveilleusement bien réagi, moi je trouve, hein, à avoir vers une restriction d'un certain nombre de libertés. C'est un enjeu démocratique de s'interroger de comment on sort de ça. Et comment on commence à sortir de ça, tout en respectant finalement un certain nombre de règles sanitaires. Mais je pense que ça nous interpelle tous, et y compris médecins et scientifiques. Alors, il y a peut-être un élément récent qui va peut-être un peu changer la donne. Vous avez là les progrès qui avaient été réalisés. On attend finalement, comme indépendamment de 3e dose de vaccin, on attend les premiers antiviraux à action directe. Certains sont en cours, il y en a en France également, l'Institut Pasteur de Lille par exemple, mais il y en a également de façon internationale. Et en particulier, il y a un inhibiteur de protéase de chez Pfizer qui devrait avoir ses premiers résultats d'ici le 15 novembre. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera. Vous savez, dans ces nouveaux médicaments, ils peuvent très bien chuter pour toxicité très vite. Mais s'ils ne chutent pas, les données montrent qu'on pourrait avoir une prise de médicaments de 4 comprimés par jour pendant 5 jours et de rentrer dans une stratégie de test and treat. Hein, vous êtes testé, vous êtes positif, on vous traite tout de suite, ce qui vous évite, pour ceux qui sont non vaccinés, d'aller vers une forme sévère, et ce qui évite la transmission. Ce qu'on n'a jamais pu faire avec les anticorps monoclonaux, qui sont à donner par perfusion, où il faut rentrer dans un modèle hospitalier, et où finalement le nombre de personnes traitées en préventif avec les anticorps monoclonaux a été relativement faible. Donc retenez cette notion qu'on aura peut-être, à partir de début décembre, les premiers nouveaux antiviraux à action directe qui seront disponibles. Alors, quelques points pour terminer.
Sur des aspects de santé publique, quelques questions. Faillite de la santé publique, comme je l'entends parfois dire. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve pas que c'est une faillite de la santé publique. Le modèle de santé publique français est complexe. Hein. Je ne suis pas un homme de santé publique. Hein. J'étais plus un immunologiste et un thérapeute. Mais on a vu ses limites, par contre. La situation, d'ailleurs, des autres modèles de santé publique qui nous sont souvent mis comme des modèles, le modèle anglais a quasi explosé dans son modèle de santé publique, alors qu'il était considéré comme extrêmement fort pendant cette crise. Ils ont remis en cause un certain nombre de points. Le CDC aux États-Unis a eu un moment extrêmement difficile aussi en termes d'organisation. Je suis frappé aussi par le fait que dans les grands pays européens, quels que soient les chemins qui ont été pris, on aboutit à peu près tous au même niveau en ce moment. C'est à peu près du même, sauf le nord de l'Europe qui est très très particulier, mais aussi très particulier au niveau géographique. Et surtout, moi, il faut absolument pas opposer santé publique et innovation, puisque on a une série de choses qui sont arrivées. Santé publique France a eu certains débuts peut-être difficiles, sans aise d'ailleurs, avec le problème des masques, mais ensuite a su mettre en place des outils majeurs, hein, où la question c'est comment on les garde. Il y a une série de systèmes d'information qui permettent du croisement, qui permettent de l'interaction, qui sont assez remarquables quand même. Il y a eu cette longue discussion de janvier-février 2021, disant, regardez, la France est incapable de séquencer par rapport aux Anglais. C'est vrai, on a eu beaucoup de retard par rapport aux plateformes de séquençage anglaises. On est quand même actuellement entre 12 voire 15 000 séquençages par semaine. C'est-à-dire qu'à la limite, compte tenu du niveau de circulation actuel du virus, on pourrait presque séquencer chaque virus. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle qui est parti pas terrible, mais qui s'est profondément amélioré assez rapidement quand même, avec un modèle qui est en train de se mettre en place aussi avec l'ensemble des réseaux, INSERM, ANRS, CIRAD, Pasteur, sur tous nos amis et territoires, entre guillemets, d'outre-mer ou d'Afrique subsaharienne. Donc il y a, dans la construction des points qui restent, sur les bases de données, sur l'interaction, sur l'interconnectivité qu'il peut y avoir, il y a quelque chose de très précieux à garder. Je vous ai déjà dit ma position sur le triangle de la démocratie sanitaire. Un point sur lequel juste je voudrais m'arrêter une seconde, pour vous interpeller aussi. La réponse à la crise, elle a été très égalitaire, à la française. Les mesures ont été des mesures générales. Cette crise Covid est profondément inégalitaire. Profondément. Ça touche plus les populations les plus fragiles, les plus âgées, les plus économiquement défavorisées. Est-ce que c'était la bonne méthode ? Et est-ce que la vision, finalement, à la française, d'une réponse globale égalitaire, est-elle encore la bonne ? Moi, je m'interroge. Hein. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Bon, les rares fois où je me suis aventuré pour dire que c'était probablement les personnes les plus âgées, dont moi d'ailleurs, hein, qui devaient être la cible, finalement, et que, en étant plus strict sur les populations les plus fragiles et les plus âgées, on pourrait peut-être laisser vivre mieux le reste de la population. C'était avant vaccin, hein, j'entends. Hein. À chaque fois, ça a été un tollé général en disant « mais il veut nous enfermer, au nom de quoi, etc. » Bon, je m'enfermais moi-même, hein, bon. Mais fondamentalement, est-ce que dans ces crises, il faut qu'on reste avec une pseudo-égalité de la réponse ? Et est-ce que un confinement généralisé pour protéger, alors que l'impact il est sur les plus anciens et que sur les plus jeunes il est plus faible, est-ce qu'on peut continuer à avoir cette vision-là ? Moi je m'interroge, j'ai pas la réponse, mais je m'interroge. Puis bien sûr il y a ce débat entre vision collective et vision citoyenne. Alors, et je termine là-dessus, je vous rassure, vous savez qu'il y a deux modèles, hein, deux grands modèles. Un premier modèle qui est l'atténuation de circulation du virus en termes de stratégie, c'est ce qui a été choisi en France, dans un certain nombre de pays européens,
vivre avec les mesures de distanciation, les mesures de restriction généralisées, et puis à s'appuyant avec la vaccination. Qu'on a l'autre modèle qu'ont pris un certain nombre de pays, qui est zéro Covid et avec l'éradication, avec un certain nombre de pays. Et le modèle qui est souvent cité, c'est au Canada, puisqu'il y a eu c'est un pays où les États peuvent décider et où ils comparent ce qui a été choisi par certains États avec zéro Covid et certains États avec l'atténuation de la circulation virale. Et ils disent qu'en termes de retentissement économique, le modèle d'éradication et de zéro Covid est plus payant. Ça dit, c'est pas simple, hein, parce que regardez où se trouve l'Australie à ce moment, avec des conditions extrêmement difficiles, un niveau de vaccination qui est très faible, de l'ordre de 17%, parce qu'ils ont, je ne comprends pas d'ailleurs ce qui s'est passé chez les scientifiques italiens de ne pas avoir poussé avec zéro Covid plus la vaccination. Hein. Et bien sûr, il y a un certain nombre de pays que j'ai pas mis exprès, type Corée, type la Chine, etc., puisque ce ne sont pas des modèles démocratiques et qu'il faut qu'on arrête de nous... Alors, Corée, je nuance, mais la Chine sûrement. Et donc, à vrai dire, tout ceci se rejoint parce que probablement, le modèle d'éradication ne peut pas tenir s'il n'y a pas la vaccination. Il ne tient pas, c'est-à-dire qu'il reste fermé, c'est pas possible. Et qu'à l'inverse, le premier modèle dans lequel on est, et c'est la question qui est posée maintenant, je dirais pour octobre 2021 en France et en Europe, avec un niveau de circulation extrêmement bas, c'est de ne pas lâcher du tout sur tester, tracer, isoler, d'y revenir, puisqu'ils ont maintenant les moyens de parfaitement le gérer, plus la vaccination, et d'arriver à tenir les choses avec ce point. Donc, tout ça repose finalement quand même sur la confiance, hein, et qui est l'enjeu majeur. Et puis, bien sûr, mais je n'ai pas le temps d'y revenir, mais fondamentalement, l'année 2022 va être comment les 40 pays du monde les plus riches, qui vont atteindre bon an mal an un niveau de vaccination plus ou moins complet, vont-ils coexister avec un monde du Sud qui est très peu vacciné. Très peu vacciné, encore que. J'entends souvent que les données internationales sont peu efficaces sur l'accès au vaccin dans les pays du Sud. L'OMS, quand même, a fait comme cible, et va y arriver, je pense, à ce que 20% de la population des pays du Sud ait accès au vaccin opérationnellement fin décembre. Rappelons-nous que dans les pays du Sud, la courbe épidémiologique est complètement différente. Complètement différente. Les dernières données montrent que, y compris en Afrique subsaharienne, ils sont à plus de 50% déjà ayant été touchés par le Covid, dans une population jeune qui n'a rien vu, entre guillemets. Et donc, les 20% de population qui pourraient être vaccinées, faut-il encore que ce soit les bonnes, que ce soit les sujets à risque, les sujets les plus âgés et les personnels de santé, qui sont très précieux dans ces pays. Mais peut-être que ça va suffire. C'est-à-dire que quand on entend, pas sur la circulation virale, mais sur le retentissement en termes de système de soins, ces 20% seront peut-être une approche suffisante. Alors, le CCNE, durant cette crise, on peut s'interroger, vous pouvez légitimement m'interroger, comment peut-on être président du CCNE et président d'un comité scientifique? C'est une vraie question. Alors, je dois dire, je me la suis évidemment posée quand même quelques minutes, début mars 2020, et j'ai confié le CCNE à ce moment-là à la vice-présidente pendant une période de 8 mois. Puis j'ai repris à partir du mois d'octobre ou du mois de novembre. C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Ça peut être aussi ça peut être un lieu de possiblement quelque chose de conflit. Bon, on ne m'a pas choisi non plus parce que j'étais président du CCNE. On m'a choisi parce que j'avais un background probablement quand même sur les maladies émergentes. Bon. Ça peut être aussi, je dirais, d'apporter dans un conseil scientifique autre chose que du basic science, qui est fondamental, bien sûr, mais avoir aussi une vision un peu plus générale, et que l'éthique soit au rendez-vous de cette crise. Mais c'est une vraie question. Je l'ai posée lors de mon renouvellement il y a 6 mois devant les sénateurs et les députés, qui m'ont renouvelé. Mais je leur ai fait part aussi de mes états d'âme un peu autour de ça. Mais est-ce qu'on lâche est-ce que j'allais lâcher le conseil scientifique alors que je sentais bien qu'on était qu'au début d'une pandémie très large? C'était compliqué.
Mais je comprends vos interrogations là-dessus. Alors le CCNE a beaucoup travaillé, soit le CCNE, soit le comité d'éthique du numérique, puisque sous l'égide du CCNE, il y a maintenant un comité d'éthique du numérique qui va prendre son expansion pour le futur, et a sorti un certain nombre d'avis. Le principal, finalement, c'est le premier, c'est la contribution du CCNE à la lutte contre le Covid en géoéthique le 13 mars 2020. Rappelez-vous, le 13 mars 2020, on est 4 jours avant le confinement. Et là, il y a une réflexion du CCNE auquel j'ai participé, puisque je n'étais pas encore président du conseil scientifique. C'est la mise en place de cellules de soutien éthique en partenariat avec les ERER dans chacune des régions de France. Et c'est monté une série, en partenariat avec les ERER, une série de cellules de soutien éthique pour l'ensemble des soignants, qui a été utile, qui est encore utile. On vient de le voir là, avec la situation extrêmement difficile qui vient de se passer aux Antilles, et en particulier en Guadeloupe, en août 2021. Alors, tout ça a interpellé le CCNE, qui est une structure de réflexion un peu intellectuelle, entre guillemets, et a mis le CCNE dans une vision, je dirais, plus proche du terrain, hein, se rapprochant des comités d'éthique régionaux, étant capable de passer 4 ou 5 réunions autour du 15 août 2021 avec la présidente du comité d'éthique de Guadeloupe, parce qu'elle était vraiment avec cette notion de tri, comment les aider, etc. Donc ça nous a interpellés. Et ça a interpellé les membres du CCN. Hein. Est-ce qu'il faut répondre à l'urgence, ou est-ce qu'au contraire, c'est une structure qui n'est pas faite pour répondre à l'urgence? Écoutez, moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Je pense qu'il faut être un peu pragmatique. Je vous fais part de comment tout ça s'est passé. On a bien sûr une réflexion de retour d'expérience qui est en cours. Et je termine sur cette slide pour vous rappeler fondamentalement à mes yeux l'interpellation que j'ai sur cette crise et qui rejoint à la fois la science et les considérations éthiques. Comment avons-nous fait pour ne pas mieux mettre en place la confiance et finalement la construction de cette démocratie sanitaire entre scientifiques, citoyens et politiques. Et c'est mon très grand regret, et ça restera mon très grand regret. Merci. On va proposer une ou deux questions, si vous voulez, parce que je crois que cette intervention, même 3, parce qu'on est vraiment au cœur du... Alors bien sûr... il n'y a pas en fait à se demander si on a bien fait ou pas. Tu étais en situation où tu devais faire. On est dans une théorie de l'action, là, tout à fait évidente, avec prise de responsabilité, prise de risque, et ne serait-ce que pour te rassurer, ce comité qui a proposé dans les hôpitaux qu'il y ait des cellules d'aide en définitive aux soignants, je t'ai téléphoné aussitôt, et nous à Foch, pour prendre l'hôpital de Foch, nous l'avons fait, ça a extraordinairement bien marché, et ça a été l'objet d'un papier dans l'American Journal of Bioethics, avec Corto, nous l'avons, et Achille, nous avons fait l'expérience multidisciplinaire et comment par rapport aux soignants. Donc tout ça pour montrer que ces choses-là sont vraiment très productifs sur le terrain, mais je savais que tu le savais. Alors, peut-être 2-3 questions. Trémolière, en premier, est-ce que c'est possible de parler très vite, très fort? Jean-François, c'est un peu un problème de développement de médicaments. J'admire ton optimisme quand tu parles des antiviraux, du style action directe, etc. Il est clair que dans le médicament, le vaccin a été une divine surprise dans son efficacité. Ça ressemble un peu à la pénicilline il y a 80 ans, donc c'est quelque chose comme ça. Sur les antiviraux, moi je pense toujours, par exemple, aux inhibiteurs de la neuraminidase. Et presque 30 ans après, on ne sait toujours pas si ça a une efficacité utile dans la grippe. Sur ce qui a été développé dans les antiviraux en général, je ne parle même pas de l'hydroxychloroquine, oui, pourquoi pas, mais il est clair que là, on tombe dans une longueur d'essai clinique qui est indispensable, sauf s'il y a une efficacité gigantesque. Alors moi, pour l'instant, dans ces médicaments-là, je ne sens pas qu'il y a qu'à voir la saga du Non, tu as raison. Hein. On est quand même là maintenant à
à 18 mois du début. Donc on est dans un délai qui devient un peu plus raisonnable, hein, de construction des essais de phase, des phases 1, 2, etc. Bon. Alors, non, j'en sais rien, à vrai dire, hein. Je dis ça pour... c'est les données que nous avons, que j'ai vues, hein, avec l'inhibiteur de protéase de chez... qui va être sur le marché, de chez Pfizer, j'y arrive. Celui de Merck n'a probablement pas d'intérêt, parce que peu d'efficacité. Disons qu'il y a une possibilité qu'on ait ce type de médicament qui ne nécessite pas non plus des doses massives. On ne traite pas, on est à la limite de traitement de l'infection en termes de prévention, hein, de survenue de quelque chose. Alors, écoute, on verra. Les données chez l'animal sont plutôt bonnes. Les résultats du phase 3, le 20 octobre. C'est la restauration de cette confiance. Je crois qu'il y a un outil qui a été complètement négligé, c'est le médecin. Le médecin notamment de terrain, le médecin généraliste, qui était dans l'idée de la première ligne. On a été en première ligne dès le lendemain de l'annonce de cette catastrophe sanitaire. On ne s'est pas occupé de nous du tout. Nous, alors, il n'y a pas opposition entre l'hôpital et le médecin de ville, mais je pense que le soignant était représenté surtout par le médecin hospitalier et la science. Mais la réalité, c'est que la confiance, je crois que nos patients l'ont toujours en nous, parce qu'on a répondu présent, on était là, sans outils, sans rien du tout. Et je ne me fais pas le porte-parole de médecine générale, moi je parle qu'en mon nom, mais voilà, j'ai l'impression qu'on nous a complètement mis de côté et qu'on nous a laissé faire tout seul, alors que nos patients avaient une énorme demande d'être assurés, de voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avec les médicaments, voilà. Simplement, c'est que... La réponse arrive. Ouais. C'est une folie. Alors, de ma part, en tout cas, pas du tout, hein. La médecine est un ensemble et chacun des partenaires doit trouver sa place. Je me rappelle que d'ailleurs, dans le conseil scientifique, nous avons un médecin généraliste, qui est aussi membre du comité de l'HS, mais qui a un cabinet qui nous racontait ce qu'il voyait. Et on a eu plusieurs réunions avec différents syndicats de médecins généralistes durant la période du mois de mars. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que au mois de mars, reconnaissez-le aussi, beaucoup de cabinets médicaux se sont vidés. Hein. Peut-être pas le vôtre, mais beaucoup de cabinets médicaux se sont vidés parce que les gens étaient sidérés. Hein. Et vous avez joué un rôle important de conseil téléphonique, et ça a commencé à se rouvrir à partir de la mi-avril à peu près. Hein. Ça pose néanmoins, c'est vrai, la question en termes d'organisation, et probablement dans la réflexion qu'a Franck Chevin sur la santé publique, de la place, de la liaison, donc on a du mal, j'entends ça depuis... Tu es court, hein, bien sûr. Un jeune hospitalier, entre guillemets, à l'époque, On est mort. cette liaison entre médecine générale et le Je système de soins hospitaliers. Et c'est une des faiblesses du modèle français, hein, d'arriver à avoir cette jonction. Il y a des éléments positifs, par exemple, la nouvelle agence de recherche ANRS-MIE a misé beaucoup sur l'installation de recherche clinique s'appuyant sur les réseaux de médecine générale. Et un certain nombre par exemple, si on doit aller vers une stratégie de test and treat, c'est évidemment avec les médecins généralistes qu'il faut que ça se passe, c'est pas avec les hospitaliers, ça serait une aberration. Donc il y a en plus une nouvelle génération avec la nouvelle organisation de la médecine de ville qui est moins individuelle, plus par regroupement, avec un appétit entre guillemets de participer à ces aspects de recherche clinique ou opérationnelle qui s'est mis en place. Donc bon, si vous avez ressenti ça,
je le regrette. Probablement, en effet, l'hôpital a été très dominant dans la partie du mois de mars, souvenez-vous, je suis le premier à le dire. Mais d'emblée, les médecins généralistes devaient être en... Oui, je fais court, promis. Merci. Jacques Hayet, je suis à l'université de l'université de Strasbourg. Merci pour cette présentation très humaine, je trouvais au départ, dans la présentation. Une question courte dans ce cadre-là. Dans ce triptyque que vous avez décrit, et je vais dire schématiquement, la transmission en fait des virus responsables de maladies respiratoires, c'est manuporté, grosse goutte, aéroporté. L'impression, c'est qu'en fait, ce que vous avez présenté historiquement, on est d'abord manuporté et on voit en fait les gestes barrières et le lavage des mains jusqu'au 1er avril. Apparaît le masque sur les affiches qu'à partir du 1er avril. Et il y a reconnaissance de l'aéroporté pratiquement à l'OMS vers mars 2021. Comment ça s'est passé au niveau du conseil scientifique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des convictions pour dire, même en dehors des données scientifiques, où les données scientifiques permettaient déjà d'aller vers la prise en compte de l'aéroporté, ou bien en fait il y a eu un effet politique qui est de dire, en fonction de la logistique qu'on a, on va plutôt dire, parce qu'on n'a pas ni de tests ni de masques, que c'est manuporté. Ensuite, à partir du moment où on commence à avoir des masques, etc. Alors, moi, je pense d'abord qu'il faut que tous, on arrête de s'omnubiler sur la première phase. Je voulais rappeler pour mais il faut arrêter, c'est fini. Hein. On est dans un autre monde et interrogeons-nous plutôt sur qu'est-ce qui va se passer, au risque de se passer, et quels sont, avec les nouveaux outils, l'innovation est au rendez-vous. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, arrêtons de pleurer. Personne n'avait prévu cette crise au niveau où elle est arrivée. Les responsabilités sont à la fois très partagées, multiples, etc. Arrêtons de parler tout le temps de cette première phase et voyons là où on en est, là, maintenant, en septembre 2021. Bon, c'est quand même ça notre boulot de médecins et de scientifiques. Bon. Et après sur cette affaire des masques, parce que, bien sûr, on a été, je ne vous raconte pas, on a été interpellés par les différents tribunaux, etc. Qu'est-ce que vous avez dit, etc. Bon, alors, moi, d'emblée, j'avais compris qu'il fallait qu'on écrive les choses et qu'on ait des écrits. Hein, donc, on peut retourner aux écrits. Et donc, on est retourné aux écrits. Et on a pris une position dès 3 jours après le confinement, en disant que on n'avait pas vraiment de données, que le bon sens laissait penser qu'il y avait quand même, on était avec une transmission par voie aérienne, que le niveau de masque qu'on avait, qu'il fallait qu'on le réserve aux soignants. Hein, on s'est mouillé, hein. C'est écrit. Hein. Bon. Qu'on le réserve aux soignants. Bon. Et puis après, au fur et à mesure, eh bien, on a élargi, évidemment, comme tout le monde. Hein. Mais, et je ne savais pas, moi, du tout où on en était à ce moment-là. Quand je disais on n'a pas suffisamment de masques, mais je ne savais pas du tout quelle était l'ampleur de ce qu'on avait ou de ce qu'on n'avait pas. Donc voilà notre position. Hein. Mais en aucune façon, je dirais, c'était une prise de position qui au niveau de la science, reposait sur le sable. En tout cas, on sent bien ta position qui est intéressante, puisque tu as posé un moment en disant mais tout ce que l'on a fait, est-ce qu'on est capable de le garder à l'avenir? Or, justement, ce qui s'est passé pour les masques est tout simplement qu'il y a eu un changement de politique économique, tout à fait, et des facteurs justement d'avoir ou non ces masques et de répartition différentes qui étaient sûrement là une autre vision. Et là, c'est dommage. Et là, il faut avoir une vision temporelle beaucoup plus large. Il faut aller vers l'avenir. Et en tout cas, moi, je vous demande d'applaudir Jean-François parce que... Quel plaisir qu'il soit déjà venu, mais en plus nous présente un tel travail qui apparaît du plus haut niveau scientifique et avec la caractéristique humaine qui le transporte toujours. Et ça nous fait très, très plaisir d'avoir un président du comité consultatif.